Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de WWE Crown Jewel 2019. Donc le show a eu lieu jeudi soir à Riyad en Arabie Saoudite. Et donc comme d'habitude je vais vous donner les résultats, mais je vais être très rapide car aujourd'hui on va surtout s'intéresser au main event de Crown Jewel qui nous a vraiment surpris. Mais d'abord juste une petite précision par rapport à la qualité audio de mes vidéos actuellement. Donc comme vous l'avez remarqué ces 3 derniers jours il y avait des bugs au niveau du son. Et en fait c'est tout simplement parce que mon ordi galère, mon ordi est en train de mourir. Et du coup en fait maintenant quand j'enregistre ma voix avec le micro, il y a des moments où l'ordinateur n'enregistre pas et du coup à ce moment-là je vous mets l'audio qui a été enregistré par la caméra. Donc voilà, je vais essayer de régler le problème le plus rapidement possible, mais je m'excuse pour la gêne occasionnée. Et donc on commence avec le kick-off. Il y avait un match hier soir lors du kick-off de Crown Jewel, c'était la bataille royale avec 20 catcheurs pour avoir le droit à un match pour le championnat des États-Unis lors de la carte principale. Et assez logiquement c'est Humberto Carrillo qui a remporté le match parce que comme vous avez pu le voir à Raw, il est en train de lancer une petite rivalité avec AJ Styles, donc justement la WWE l'a fait gagner la bataille royale pour pouvoir avoir un second match Humberto Carrillo face à AJ Styles. Et il faut savoir que lors de la bataille royale, à la fin en fait il restait Luke Harper, Eric Rowan et Humberto Carrillo, et pendant que Luke Harper essayait d'éliminer Carrillo, Eric Rowan en a profité pour trahir son coéquipier, et donc Rowan a éliminé Luke Harper, mais pendant ce temps Carrillo en a profité pour éliminer Rowan. Et une petite précision à ajouter par rapport à cette bataille royale, à un moment on a R-Truth et les Singh Brothers qui ont été éliminés, et R-Truth en a profité pour effectuer le tombé sur le champion 24/7 afin de récupérer sa ceinture et devenir champion 24/7 pour la 21e fois. On passe maintenant à la carte principale et on commence avec le match pour le titre WWE entre Brock Lesnar et Cain Velasquez. Donc d'abord on a le champion qui a fait son entrée avec Paul Heyman, puis on a Rey Mysterio qui fait son entrée, et on peut voir que pour le moment Rey Mysterio est toujours blessé au bras, et donc par la suite on a le droit à l'entrée de Cain Velasquez. Et juste une petite précision par rapport à la musique de Cain Velasquez, je trouve que c'est un très mauvais choix de la part de la WWE. Parce que soit il aurait fallu choisir une chanson avec un peu plus d'entrain, un peu plus de rythme, qui met plus d'ambiance quand Cain Velasquez fait son entrée, ou alors il aurait fallu choisir quelque chose d'un peu plus violent, peut-être d'un peu plus rock, qui aurait vraiment donné une ambiance de combat quand Cain Velasquez arrive. Mais là on lui a donné une espèce de musique assez générique type mexicaine. Honnêtement, je ne suis pas fan. Et donc par rapport à ce match, je m'attendais à de grandes choses. Je pensais que le match allait être assez court, genre 5-6 minutes, mais je pensais qu'on allait avoir énormément d'action. Et au final, ça a commencé avec Cain Velasquez qui a essayé de striker Brock Lesnar, avec notamment quelques coups de pied. À ce moment-là, les commentateurs ont précisé que Cain Velasquez est un striker, donc il sait surtout mettre des coups de poing, des coups de pied, mais qu'il n'est pas trop bon au niveau des soumissions. Et donc là, pour vous expliquer très clairement le match, Cain Velasquez a mis quelques coups à Brock Lesnar pendant 1 minute, puis au bout d'1 minute 30, Brock Lesnar a mis Cain Velasquez au sol, il lui a porté le Kimura Lock, et il a remporté le match en 2 minutes. Donc vainqueur et toujours champion de la WWE, Brock Lesnar. Et je vous jure que je vous mens pas, je crois que quelqu'un a chronométré et que le match a duré exactement 2 minutes et 3 secondes environ. Donc voilà, personnellement, je trouve que c'est assez dommage de tellement hyper le match et d'amener Brock Lesnar et Cain Velasquez si c'est pour nous donner un match aussi court. Et surtout un match qui a vraiment manqué d'intensité au final en fait. Le match s'est arrêté tellement vite que c'est comme s'il n'avait jamais commencé. Et du coup en fait la victoire de Brock Lesnar n'a pas vraiment eu d'impact. Mais donc il faut savoir qu'une fois que le match était terminé, Brock Lesnar a refusé de lâcher son Kimura Lock. Et à ce moment-là, Rey Mysterio est entré dans le ring avec une chaise et il a essayé de frapper le champion WWE. Mais honnêtement ça n'a pas fait grand chose à Brock Lesnar qui a attrapé Rey Mysterio et qui l'a jeté en dehors du ring. Et à ce moment-là, Brock Lesnar en a profité pour porter un F5 à Cain Velasquez sur la chaise. Donc Lesnar a clairement pris sa revanche par rapport à sa défaite d'il y a 9 ans face à Cain Velasquez à l'UFC. Et du coup maintenant on se retrouve à un partout, donc j'imagine qu'il y aura un 3e match entre les deux combattants. Et pour info, une fois que Lesnar avait porté son F5, Rey Mysterio est remonté sur le ring avec une chaise, et cette fois-ci il a réussi à porter plusieurs coups de chaise à Brock Lesnar, qui au final a préféré quitter le ring. Donc voilà, apparemment la rivalité entre Brock Lesnar et Rey Mysterio n'est pas terminée, mais le problème c'est que Cain Velasquez s'est fait défoncer si rapidement que là je sais pas trop ce qu'ils vont faire pour continuer la rivalité. Ensuite le second match c'était le Tag Team Turmoil match pour désigner la meilleure équipe du monde. Et donc pour rappel, lors de ce match on a le New Day, Kofi Kingston et Big E, on a les Viking Raiders, Dolph Ziggler et Robert Roode, Heavy Machinery, la B-Team Bo Dallas et Curtis Axel, Luke Gallows et Carl Anderson, les Revival, Kurt Hawkins et Zack Ryder, et enfin la Lucha House Party. Et ce sont Robert Roode et Dolph Ziggler qui ont commencé le match avec la Lucha House Party. Honnêtement, le match a été assez long et pas forcément passionnant, j'ai envie de dire. Dolph Ziggler et Robert Roode ont éliminé la Lucha House Party,
Puis ils ont également éliminé Kurt Hawkins et Zack Ryder. Mais par la suite, Rude et Dolph Ziggler ont été éliminés par Heavy Machinery, et là on a eu le droit à l'entrée des New Day, Kofi Kingston et Big E. Et donc les New Day étaient assez chauds, ils ont éliminé 3 équipes, Heavy Machinery, la B-Team et les Revival. Mais au final les New Day ont été éliminés par The OC, et donc à la fin on s'est retrouvé avec The OC et les champions par équipe de Raw, les Viking Raiders, dans la finale du Tag Team Turmoil Match. Et là on a eu le droit à ce que je vais appeler une petite surprise hier soir, parce que ce sont The OC qui ont remporté le match avec leur Magic Killer, et donc ils ont remporté le trophée de meilleure équipe du monde. Donc voilà, je vous avoue que je m'y attendais absolument pas, vu à quel point The OC n'a jamais été utilisé correctement depuis qu'ils ont signé à la WWE, il y a plus de 3 ans je crois maintenant. Ensuite très rapidement on retrouve Rey Mysterio pour une interview en coulisses, et Rey Mysterio félicite Brock Lesnar pour avoir survécu face à Cain Velasquez. Mais Rey Mysterio précise que son fils et lui ont également survécu face à Brock Lesnar, et que Brock Lesnar va finir par payer pour ce qu'il a fait. Le troisième match de la soirée, c'était le héros local Mansour face à Cesaro. Et donc au final, on a eu le droit à exactement ce dont j'avais parlé dans ma vidéo pronostic. C'est-à-dire que la WWE a fait gagner le héros local devant son public face à un catcheur qui se débrouille très bien en la personne de Cesaro et qui a su vraiment mettre en avant Mansour. Et à côté de ça, comme je l'avais précisé, Cesaro n'aura aucun mal à se remettre de cette défaite. Par contre, petite remarque par rapport à la tenue de ring de Cesaro, honnêtement, c'est pas une tenue de catch quoi. Je veux dire, c'est quoi le délire de se battre en mocassin et avec des pantalons que tu retrousses un petit peu? Ça m'énerve un petit peu dans le sens où Cesaro, ça fait 6-7 ans qu'il est là, je crois maintenant, et le gars ne s'est toujours pas trouvé dans cette fédération. Il ne sait pas qui il doit être, il ne sait pas quel gimmick adopter, et du coup, c'est pour cette raison en fait que Cesaro nage tout simplement depuis qu'il est à la WWE. Il est totalement perdu depuis qu'il est là. Ensuite, on a eu droit à une interview de Seth Rollins par rapport à son match face à The Fiend ce soir, puis les commentateurs nous ont fait une grosse annonce par rapport au Survivor Series, donc le prochain pay-per-view de la WWE, car ils ont annoncé que cette année, pour la première fois, NXT sera impliqué dans les Survivor Series. Donc voilà, pour le moment on n'a pas plus de détails, mais j'imagine que ça veut dire qu'on aura sûrement le droit à plusieurs matchs où on aura des catcheurs de Raw, SmackDown et NXT, ce qui veut dire que peut-être qu'on aura le droit à un match entre le champion WWE, le champion universel et le champion NXT. Puis le quatrième match de la soirée, c'était Braun Strowman contre Tyson Fury. Tyson Fury qui a fait son entrée avec la tenue traditionnelle saoudienne pour plaire à la foule. Et donc par rapport à ce match, honnêtement je n'ai pas grand chose à dire. On a eu le droit à un match correct, mais de 8 minutes. Et en fait, si j'ai une chose à dire, c'est que j'aurais inversé le temps entre le match de Tyson Fury et Braun Strowman et le match de Cain Velasquez et Brock Lesnar. J'aurais préféré voir un match un peu plus long entre Cain Velasquez et Brock Lesnar et un match plus court avec un KO assez rapide pour Braun Strowman et Tyson Fury. Là, comme je vous l'ai dit, on a eu le droit à un match de 8 minutes où Braun Strowman a montré par moments qu'il dominait Tyson Fury, mais au final, à un moment, les deux catcheurs étaient à l'extérieur du ring et à ce moment-là, Tyson Fury a mis un gros coup de poing à Braun Strowman et Braun Strowman est tombé au sol. À ce moment-là, Tyson Fury est remonté dans le ring. L'arbitre a commencé le compte de 10, mais Braun Strowman n'a pas pu remonter sur le ring avant la fin du compte. Du coup, il a perdu le match par décompte à l'extérieur. Les commentateurs ont dit que c'était une victoire par TKO pour Tyson Fury, car au final, il a mis Braun Strowman à terre avec un coup de poing et Braun Strowman n'a pas pu se relever. Puis très rapidement, en coulisses, on retrouve R-Truth qui est à nouveau champion 24/7, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Et à ce moment-là, justement, il croise les Singh Brothers. Mais R-Truth essaye de faire le mec qui est toujours prêt et il dit qu'il faut toujours avoir une sortie de secours à disposition. Et à ce moment-là, R-Truth essaye de fuir, mais au final, il trébuche et donc Samir Singh fait le tomber sur R-Truth pour devenir nouveau champion 24/7. Le prochain match, c'était le match pour le championnat des États-Unis avec le champion AJ Styles contre Humberto Carrillo. Et donc, encore une fois, en fait, on assiste à Humberto Carrillo qui est en train de prouver ce qu'il vaut à la WWE. Donc, il a commencé il y a 2 semaines face à Seth Rollins, puis il a enchaîné début de semaine à Raw contre AJ Styles, et là c'était un petit peu sa revanche. Mais il a une nouvelle fois joué sur la blessure qu'il a au genou, qu'on a pu voir lors de Raw. Et donc au final, c'est AJ Styles qui a remporté le match avec le phénoménal forearm, mais le match a clairement plu au public, qui a chanté plusieurs fois durant le match This is awesome, donc le match est génial. Puis on a eu le droit à la grande première historique, le premier match de catch féminin de l'histoire en Arabie Saoudite, entre Natalya et Lacey Evans. Et donc les deux catcheuses ont fait leur entrée, et pour info il faut savoir qu'elles devaient avoir des tenues spéciales, donc elles avaient des combinaisons qui recouvraient tout leur corps, et dessus elles portaient un t-shirt assez ample. Donc voilà, je trouve ça totalement ridicule, et honnêtement j'ai même pas envie de parler de ce match. Donc tout ce que j'ai à dire c'est que Natalya a remporté le match avec son sharpshooter, et après le match les deux catcheuses se sont prises dans les bras et elles étaient en larmes. Donc voilà, félicitations à elles en tout cas parce que c'était clairement un gros moment pour elles.
Mais après, moi, vous connaissez mon avis par rapport à tout ça. Puis le 7ème match de la soirée, c'était le match Team Hogan contre Team Flair. Donc comme vous le savez, c'était un 5 contre 5. D'un côté, on avait la Team Hogan avec le capitaine Roman Reigns, Ali, Shorty G, Ricochet et Rusev. Et de l'autre côté, on avait la Team Flair avec le capitaine Randy Orton, Drew McIntyre, Bobby Lashley, King Corbin et Shinsuke Nakamura. Et donc le match a clairement tourné autour de Roman Reigns qui était imbattable. Donc tous les catcheurs de la Team Flair ont essayé de détruire Roman Reigns, mais au final à la fin du match, tous ses coéquipiers sont intervenus, il y a eu un travail d'équipe, puis Roman Reigns a porté son spear à Randy Orton pour remporter le match. Puis on passe au main event de la soirée, le match pour le titre universel entre le champion Seth Rollins et The Fiend Bray Wyatt. Donc comme vous le savez, c'est un Falls Count Anywhere match, c'est-à-dire que le tombé peut avoir lieu n'importe où dans l'arène, et la stipulation particulière du match, c'est que l'arbitre ne peut pas arrêter le match, même si Seth Rollins et The Fiend sont en train de s'entretuer. Et donc forcément, on a eu le droit à une grosse bagarre, les catcheurs se sont battus dans le ring, à l'extérieur du ring. D'ailleurs, à un moment, comme à Hell in a Cell, Seth Rollins a cherché le Sledgehammer, et il a voulu l'utiliser sur The Fiend, mais The Fiend a réussi à le contrer avec un Mandible Claw. Mais par la suite, Seth Rollins a porté des coups de chaise à The Fiend, il l'a fait passer à travers une table, mais à chaque fois The Fiend se relevait, ce qui nous faisait vraiment penser qu'il est invincible. Puis vers la fin des matchs, les deux catcheurs se sont retrouvés vers la rampe d'entrée, et à ce moment-là, on a assisté à la même scène que lors de Hell in a Cell. On a Seth Rollins qui a porté un stomp à The Fiend, mais The Fiend s'est relevé directement. Mais à ce moment-là, encore une fois, comme à Hell in a Cell, Seth Rollins ne s'est pas laissé faire, et là, il a enchaîné. Il a porté un deuxième stomp, puis un troisième, un quatrième, je crois qu'il a porté 6 stomps à The Fiend Bray Wyatt, et il lui a également porté plusieurs super kicks, jusqu'à ce que The Fiend tombe de l'entrée sur de l'équipement, et là, en fait, on a eu droit à des explosions, on a vu des flammes, et donc The Fiend a clairement dû se faire très mal. Donc là, le champion est descendu, il est allé voir ce qui se passait avec The Fiend, il a essayé de déplacer quelques boîtes d'équipement, et à ce moment-là, quand Seth Rollins a bougé l'équipement, il y a eu une deuxième explosion, et donc Seth Rollins a fait semblant d'avoir été aveuglé par l'explosion, même si honnêtement, on a clairement vu à la caméra qu'elle était assez loin de lui. Et donc à ce moment-là, Seth Rollins s'est tourné, il avait mal aux yeux, et là, d'un coup, derrière lui, The Fiend s'est relevé, The Fiend avait l'air de n'avoir rien subi, il n'avait pas mal, et donc directement, il s'est jeté sur Seth Rollins, il lui a porté le Mandible Claw, puis lui a porté le Sister Abigail directement au sol, et là, The Fiend a couvert le champion Seth Rollins pour le compte de 3. Donc vainqueur et nouveau champion universel de Fiend Bray Wyatt. Et vous pouvez même pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'avoir prononcé cette phrase. Car comme vous le savez, moi depuis le départ, je suis pour qu'on donne le titre à Bray Wyatt. Car The Fiend est actuellement le personnage le plus intéressant du monde du catch, que ce soit à la WWE ou toute fédération confondue. Et personnellement, je le répète, je suis absolument pas d'accord avec toutes les personnes qui disent que c'est trop tôt pour The Fiend. Car comme je l'ai déjà dit, trop tôt par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a une date limite pour devenir champion du monde pour un personnage ou pas? Absolument pas. Ça dépend du feeling, ça dépend de la popularité du personnage. Et actuellement, The Fiend mérite la ceinture. Et à côté de ça, pour toutes les personnes qui disent que The Fiend n'a pas besoin du titre, encore une fois, je dis que c'est totalement faux. Parce que sinon, malheureusement, The Fiend aurait tourné en rond exactement comme c'est arrivé à Bray Wyatt avant justement qu'il se transforme en The Fiend. Bray Wyatt était devenu un catcheur totalement quelconque parce que la WWE refusait de le pusher au top et de lui donner la ceinture et un long règne. Certes, il avait eu la ceinture pendant quelques mois, mais honnêtement, à ce moment-là, Bray Wyatt ne valait déjà plus rien du tout. Et j'ajouterai encore une fois que tous les fans qui disent que The Fiend n'a pas besoin du titre et que c'est problématique que The Fiend soit invincible ne connaissent pas la carrière de The Undertaker. Car pour info, il faut savoir que quand The Undertaker a débuté il y a plus de 20 ans en 91, ça va même bientôt faire 30 ans, et bien The Undertaker était quasiment comme The Fiend dans le sens où il était plus ou moins invincible. Il arrivait à se relever plusieurs fois lors de ses matchs et il ne sentait pas les coups grâce à son urne. Car à l'époque, en fait, The Undertaker avait un manager, c'était Paul Bearer, et Paul Bearer avait une urne qui était censée contenir le pouvoir de The Undertaker. Donc quand The Undertaker allait mal dans les matchs, Paul Bearer soulevait l'urne et à ce moment-là, The Undertaker se relevait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que The Undertaker n'est pas resté comme ça durant toute sa carrière. Le personnage évolue. Son personnage a évolué tout comme The Fiend va évoluer. Par exemple, pour The Undertaker, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, les autres catcheurs ont volé l'urne. D'ailleurs, je me rappelle d'un moment où c'est Yokozuna, si je me rappelle bien, qui avait ouvert l'urne. Et à ce moment-là, en fait, on avait eu une fumée verte qui était sortie. Et donc, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Puis par la suite, tout simplement, Paul Bearer avait trahi The Undertaker. Et à ce moment-là, The Undertaker avait perdu son pouvoir pendant quelques temps, jusqu'à ce qu'à un moment, il réussisse à se passer de l'urne et qu'il dise qu'il n'a plus besoin de Paul Bearer et l'urne, car au final, l'Undertaker est l'Undertaker. Donc actuellement, moi, je vois vraiment aucun problème au fait de donner
donner le titre à The Fiend. Je ne pense absolument pas que ça va gâcher son côté spécial. Et encore une fois, je vais reprendre The Undertaker en exemple. Je veux dire, The Undertaker a été plein de fois champion du monde et ça a fait beaucoup de bien à son personnage. Ça n'a aucunement décrédibilisé son personnage et ça n'avait pas enlevé ce côté spécial qu'il a. Donc moi, tout ce que je dis maintenant, c'est qu'il faut arrêter d'essayer de deviner le futur, arrêter d'être pessimiste sans raison et on va tout simplement voir ce que la WWE va nous proposer. C'est comme hier, du coup, quand The Fiend a remporté le titre, tout de suite, on avait plein de fans qui se posaient des questions en se disant « Mais maintenant, il y a 2 titres du monde à SmackDown, donc c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer, etc. » Bah les gars, on va tout simplement voir à SmackDown ce soir et la semaine prochaine à Raw ce qui va se passer. La WWE va répondre à toutes ces questions, donc honnêtement, ça sert à rien de s'exciter pour le moment. De toute manière, on n'a pas les réponses et on peut pas deviner ce qui va se passer. Et donc juste une petite précision par rapport à SmackDown justement qui va être tourné ce soir. Il faut savoir que tous les catcheurs de SmackDown devaient prendre l'avion directement après Crown Jewel pour retourner aux États-Unis pour pouvoir être au show ce soir, mais apparemment il y a eu des problèmes de vol et donc il y a une grande partie du roster de SmackDown qui est actuellement bloqué en Arabie Saoudite. Donc la WWE essaye de trouver des solutions, mais on n'est pas sûr d'avoir tout le roster à SmackDown ce soir. Donc la fédération a essayé de se concentrer sur les stars majeures pour essayer de les faire rentrer aux États-Unis à temps. Donc on verra bien ce qui se passe ce soir à SmackDown. Et bien entendu, on se retrouve demain pour la review de SmackDown sur Catch Club. Donc voilà, c'est tout pour la review de Crown Jewel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!